Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc, nous sommes toujours sur le chapitre 4 de réaction d'oxydation des métaux du cours de BTS KI deuxième année. Nous allons maintenant passer à la troisième partie, comportement des oxydes. Avec le 3.1, caractère acide basique des oxydes en céramique. Alors, tout d'abord une remarque sur cette partie. Dans ce chapitre, c'est vraiment la partie clé, la partie la plus importante qu'il va falloir comprendre ou sinon mémoriser, ou un peu des deux, parce qu'elle joue un rôle important en céramique. On va y arriver bientôt. Donc, on vient de dire juste avant que tous les métaux sur Terre étaient sous forme d'oxydes, que ces oxydes, on l'a vu juste avant, pouvaient se mélanger à la silice pour former les différentes terres utilisées en céramique, la base étant la silice, SiO2. Et donc, on va, parmi tous ces oxydes qu'on peut utiliser, là vous avez sur le tableau un certain nombre d'oxydes, on va essayer de les classer en différentes catégories qui sont liées à différentes propriétés de ces oxydes, différentes utilisations qu'on pourra en avoir en céramique. Donc, les premiers vont être les oxydes dits acides, qui sont liés au caractère réfractaire de la lumière ou de la chaleur, c'est-à-dire renvoie la lumière, renvoie la chaleur. Enfin, surtout la chaleur, dans ce cas-là, c'est plus que la lumière. Et ces oxydes acides, si on les mélange à la silice, vont avoir tendance à augmenter la viscosité et la température des fusions. C'est là où on va pouvoir faire des glaçures. L'exemple classique, c'est la silice elle-même, qui elle est plutôt un oxyde acide. Donc plus on en rajoute, plus ça devient visqueux, et plus la température de fusion, plus il va falloir chauffer pour faire fondre la céramique. Maintenant, à l'inverse, les oxydes qu'on appelle basiques ou alcalins, alcalin c'est un ancien mot pour basique, voilà, qui dérivent des métaux qu'on appelle alcalins ou alcalinotéreux. Donc à nouveau, alcalin ou alcalinotéreux, c'est pour dire basique, c'est comme ça qu'ils étaient définis. Eux, au contraire, ils vont jouer le rôle de fondant. Donc contrairement aux autres qui augmentaient la température de fusion, eux vont plutôt avoir tendance à baisser la température de fusion. Et avec l'existence d'un eutectique possible. Donc pour ça, je vous renvoie au chapitre sur les diagrammes binaires où on parlait d'eutectique. Bon, essentiellement, abaisser la température de fusion. Si vous avez oublié le diagramme binaire, abaisser la température de fusion, c'est ça qu'il faut mémoriser. Et ils vont aussi diminuer la viscosité des glaçures, les rendre moins visqueuses, c'est-à-dire plus coulantes, plus fluides. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle les oxydes amphotères. Du terme amphotère qu'on a vu au chapitre juste avant, ça veut dire quelque chose qui peut être soit acide, soit basique. Et donc voilà, comme le nom l'indique, peut être soit acide en face d'une base, soit basique en face d'un acide. L'exemple classique, c'est Al2O3. Et comment est-ce qu'ils sont classés? Eh bien, ils vont être classés par rapport à leur électronégativité, qu'on a vu au chapitre 2.1 et 2.2. Donc, en haut à droite, ils sont très électronégatifs, donc ils vont avoir un caractère fortement acide. En bas à gauche, ils sont faiblement électronégatifs, ils vont avoir un caractère très basique. Et dans la diagonale au milieu, là, ils vont être entre les deux, et donc avoir un caractère amphotère. Donc à gauche, en bas à gauche, si on va vers le bas ou vers la gauche, ça devient basique. Vers la droite et vers le haut, ça devient acide. Et entre les deux, c'est amphotère. Alors, pourquoi est-ce que c'est important tout ça? Eh bien, on a ici ce qui est parfois appelé la Bible des céramistes. C'est, eh bien, si on veut faire des émaux, des glaçures, des couvertes, il va falloir régler précisément la température de fusion, mais aussi la composition de ces différentes céramiques. Et une façon de le présenter, c'est en utilisant ce qu'on appelle là une formule unité. Donc la formule unité fait référence à cette première colonne ici,
qui est marqué pour une mole de fondant. Donc les fondants, si vous vous rappelez ce que j'ai dit juste avant, les fondants, ça va être les composés basiques, parce que le but d'un fondant, c'est de baisser la température de fusion, donc il doit être basique, donc tout ce qui est en bas à gauche. Donc comme exemple, on a du Na2O, donc le Na2O il est ici dans la première colonne, on a du CaO, là dans la deuxième colonne, PbO, alors PbO il n'y est pas, là c'est le PbO2, c'est pas la même chose, non, il n'y a pas le PbO. Le K2O, ici toujours dans la première colonne, troisième ligne. Donc ces fondants, ce sont des oxydes basiques. Alors on va à chaque fois mettre une mole de fondant, et après ici dans le reste du tableau, on a le nombre de moles d'alumine, de B2O3, borite, barite peut-être, et de silice sous ce SiO2. Et donc, regardons un peu, si là on est à la quatrième ligne, donc si je mets un mol de fondant, qui peut être soit du calcaire, soit de la soude, soit de la potasse, CaO, Na2O, K2O, on pourra rajouter de 0,1 à 0,3 mol d'alumine, 0,2 à 1,2 mol de barite, B2O3, je suis pas sûr si c'est bien le terme barite, mais je crois, et 1,5 à 3,5 mol de silice. Et si on fait ce mélange, on pourra obtenir deux choses possibles, soit un émail, si on a chauffé entre 800 et 850, soit une glaçure si on a chauffé plus haut, entre 950 et 1100 degrés. Maintenant, si vous voulez par exemple obtenir une porcelaine, qu'on trouve ici aux deux dernières lignes, on commence toujours par la mole de fondant, et pour cette mole de fondant, eh bien, selon les cas, soit 0,4 à 0,6 mol d'alumine et 3 à 6 mol de silice, soit 0,6 à 1,4 mol d'alumine et 4,5 à 12 mol de silice. Et on doit chauffer de 1200 à 1300, et c'est là où on obtiendra des porcelaines avec des grès vitreos ou du vitreos simple. Bon, c'est pour découverte. Et donc, selon ce que vous essayez d'obtenir, on va toujours prendre la mole de solvant, de fondant, par rapport aux autres. Alors évidemment, c'est des règles de 3, vous pouvez prendre moins d'une mole. Si vous prenez 2 moles, vous multipliez tout par 2, une demi-mole, vous divisez tout par 2. Mais ça vous donne une bonne vision de qu'est-ce que vous mélangez pour obtenir les différents types de céramique, de cuisson que vous voulez. Voilà. Oui, c'était du passage, si on a de la silice pure, la température de fusion c'est 1700. Clairement ici on utilise toujours du fondant pour abaisser la température de fusion, parce que 1700 c'est vraiment trop pour les fours. Enfin, c'est possible, mais ça c'est pas le petit four d'atelier qui y arrivera. Bon, la deuxième partie, ça va être l'explication chimique de pourquoi est-ce qu'on appelle certains oxydes acides ou basiques. Pourquoi est-ce que quand c'est très électronégatif c'est acide et peu électronégatif c'est basique. D'où est-ce que ça vient? Donc, on a parlé au chapitre précédent sur les réactions acide-base que le côté acide et basique est lié au H+. C'est H+, si ça libère des H+, c'est acide, si ça gagne des H+, c'est basique. Et bien là, on n'est pas dans de l'eau, on n'est pas dans un liquide, on est sur des terres, sur des oxydes, et sur ces oxydes, ce qui va déterminer le caractère acide ou basique, c'est O2-. Alors, O2-, si on le mélange avec l'eau, ça va former 2OH-, donc de la base. Et donc, si quelque chose peut libérer du O2-, il va être basique. S'il capte des O2-, il va être acide. C'est l'inverse des H+, en quelque sorte. Ainsi, si maintenant on a quelque chose très peu électronégatif, donc entre O et l'élément en question qu'on a appelé M ici, il y a 2 différences en électronégativité, donc c'est peu électronégatif, la liaison MO va avoir un fort caractère ionique.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'oxygène aura tendance à arracher ou tirer les électrons très fortement. Parce que l'élément en face n'a pas vraiment envie de garder les électrons. Donc l'oxygène va pouvoir lui arracher les électrons et partir avec les électrons et donc partir pour former du O2-. Et donc tous ces éléments à faible électronégativité auront tendance à lâcher des O2- et donc lâcher de la base, ce qui fera d'eux des composés basiques. Voilà, parce qu'ils libèrent l'ion O2-. Pour l'inverse, c'est un peu plus compliqué. Donc là, si c'est un élément électropositif, donc une différence d'électronégativité de 1 ou moins, là c'était 2 ou plus, là c'est 1 ou moins. Donc cette fois-ci, la liaison MO a un caractère fortement covalent et est très faiblement ionique. Ça veut dire que l'oxygène va avoir du mal à partir avec les électrons. L'oxygène va en fait rester accroché à l'élément M, et en fait même d'autres oxygènes, d'autres O2-, vont pouvoir s'accrocher à cet élément M. Donc bon, pour un peu plus de précision, alors oui, l'oxygène ne peut pas partir, mais il va quand même attirer les électrons à lui, ce qui va quand même appauvrir en électrons l'élément M, ici dans l'exemple c'est du S, et comme cette S est appauvrie en électrons, un autre oxygène de moins riche en électrons peut venir s'y accrocher pour en mettre un de plus. Bon, essentiellement, c'est des éléments qui vont capter des O2-, et donc comme ils éliminent, ils enlèvent les O2-, ils sont acides. Parce que O2- c'est basique, donc si on en enlève, c'est acide, contraire de basique. Pour l'amphotère, lui, il a des propriétés intermédiaires. Donc tout seul, il est très peu soluble dans l'eau. Oui, parce que si on mélange l'un ou l'autre dans l'eau, comme il y en a un qui libère des O2- et devient des Na+, il est chargé avec devient des formes ioniques, et l'eau aime beaucoup ce genre de forme, donc ça se mélange facilement avec. Même chose ici, il prend des O2-, donc il va aussi avoir tendance à se mélanger à l'eau facilement, parce qu'il y a à nouveau des charges qui apparaissent. Mais le Al2O3, par exemple, dans de l'eau seule, va ni avoir tendance à lâcher des O2-, ni à en prendre, et donc va rester dans un état neutre qui ne veut pas trop se mélanger à l'eau. Donc peu soluble dans l'eau, c'est ça que ça veut dire. Mais si on force le caractère acide, eh bien il peut prendre CH+, pour les accrocher à CO2- et les éliminer en quelque sorte. Donc en milieu acide, comme il élimine des H+, c'est comme si c'était une base. Et inversement, si on est en milieu basique, donc beaucoup de OH-, il va pouvoir attraper des OH- et les accrocher, comme ce qui était fait ici avec les O2-, et donc diminuer la quantité de OH- dans le milieu. C'est l'équivalent de se comporter en tant qu'acide. Donc en milieu acide, il est comme une base, en milieu basique, comme un acide. Voilà, donc il est amphotère, il peut faire les deux selon le milieu. Oui, donc en céramique, on n'a pas des réactions acide-base donc avec des H+, là on mettait des H+, ou de l'eau pour illustrer, mais c'est essentiellement toujours des O2- qui jouent. Et donc c'est les réactions acide-base en céramique ou avec des minerais, c'est non pas des échanges de H+, mais des échanges de O2-, comme ici il y a un exemple où on a le O2- du calcium, du calcaire, qui va partir sur la silice. Et donc on a du Ca2+, et du SiO3 2-. Bon, qui restent ensemble pour former du calcium Ca et SiO3. Voilà. Bon, ça c'est moins important. Ce qui est important à noter, alors soit vous vous rappelez de l'explication du pourquoi et du comment, avec l'électronégativité, soit vous apprenez directement que dans le tableau périodique, en bas à gauche, c'est basique, ça va être utilisé comme fondant. En haut à droite, c'est acide, ça va être utilisé comme l'inverse du fondant. Généralement, on va rarement en rajouter, hein. C'est juste que SiO2 est dedans, et donc de base va
augmenter la température de fusion et la viscosité, et les fondants vont faire l'inverse. Et entre les deux, mais ça va un peu servir de tampon entre les deux. Voilà. Alors, contrairement aux autres chapitres, je vais faire la partie exercice de ce chapitre. Et donc, on se revoit dans une nouvelle vidéo très bientôt.